La communication est non seulement un levier important de la transformation, mais c'est surtout et avant tout un outil de la transformation. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui avoir l'ambition d'une transformation sans embarquer les individus qui vont faire cette transformation. Et donc, à ce titre-là, la communication doit être vraiment intégrée dans la transformation et utilisée au profit de cette transformation. Bienvenue sur Dinosapiens, le podcast sur la transformation des organisations. Vous savez déjà que mener une transformation, ce n'est pas anodin. Et encore moins quand il s'agit de transformer un groupe de personnes, des processus, des outils. On peut penser qu'il suffit juste de décider de faire différemment, mais en fait, transformer, c'est une discipline en soi. Je suis Bérangère du Cimetière. Je vous parle ici de comment transformer votre organisation et emmener les équipes dans cette aventure que toutes les organisations traversent aujourd'hui. Ce sont souvent des facteurs externes qui nous poussent à agir, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle, d'environnement, de diversité, de digital, d'équité, d'acquisition. Ces changements qui ne sont pas clairs au départ, ils créent de l'incertitude et des peurs. Ici, j'espère vous aider à prendre du recul pour réfléchir à vos transformations. Je suis sûre que mes invités vont vous inspirer et j'aimerais que vous repartiez avec l'idée que l'ingrédient indispensable de la transformation, c'est celui de la dynamique humaine, celle qui va vous permettre de mieux gérer les transitions et de le faire dans une énergie positive avec enthousiasme. Vous écoutez ici des experts dans leur domaine qui vous parlent de leur expérience, mais aussi de leurs valeurs et de leurs méthodes. Embarquez avec moi sur Dinosapiens et ensemble, évitons l'extinction. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi me mettre plein d'étoiles et même me laisser des commentaires. Dinosapiens est aussi disponible sur Deezer et YouTube. Faites-moi signe également sur LinkedIn et Instagram. Et tout de suite, votre nouvel épisode. Le parcours d'Élodie Calmels est un parcours de vie avant d'être un parcours professionnel. Arrivée avec un peu d'avance sur les bancs de la fac, Élodie trouve rapidement son chemin sur les bancs de l'École supérieure de journalisme de Paris, où certaines disciplines comme la géopolitique lui permettent de comprendre les enjeux du monde à un niveau macro et la passionnent. Après une brève expérience en radio, elle reprend le chemin des études avec un MBA en communication événementielle à la Paris School of Business. C'est sa rampe de lancement dans la communication. Élodie enchaîne après les rôles dans la com, dans des entreprises importantes, avec des enjeux très stratégiques, comme ceux de la conduite du changement. Chez AXA France, support, elle est inspirée par des femmes leaders dans des positions stratégiques. Ensuite, chez eBay France, dans les années 2010, Élodie développe son savoir-faire de marketing communication B2B avec une dimension internationale, et ce, à l'aube de la poussée phénoménale des plateformes de e-commerce et marketplace. Cette culture du management des tech américaines la fascine et la motive à continuer à se développer. Ces managers, pour la plupart des femmes, représentent pour elle des rôles modèles. C'est ensuite chez Vinci qu'elle continue son apprentissage dans la com, dans un contexte de transformation et de regroupement des filiales régionales sous une même bannière. Elle quitte alors Paris pour la Lorraine pendant 5 ans et prend la tête de la communication et de la qualité de service d'un office public d'habitat. 60% des Français vivent en dehors des grandes villes, donc opter pour une communication décentralisée est incontournable. De retour à Paris, elle rejoint Iberdrola au tout début de l'aventure française. On est en 2018, le premier parc éolien en mer de l'entreprise, qui fait partie des tout premiers en France, est alors en construction. Élodie se consacre à ce nouveau projet, à informer les écosystèmes, à transmettre la connaissance sur ces sujets alors nouveaux. Elle doit même gérer une énorme crise, car s'enchaînent la pandémie de Covid, le Brexit, les nouvelles réglementations de la pêche, le contexte électoral, des difficultés techniques, bref, les ingrédients d'un cocktail politico-médiatif explosif avec une saveur qui tarde à s'estomper. Son sujet devient alors de déconstruire les erreurs qui peuvent si vite envahir la pensée des personnes mal informées. Une façon de mieux ancrer encore sa propre conviction, sincérité, transparence, clarté sont nécessaires pour répondre aux devoirs d'information, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Élodie prend la tête de la communication d'Iberdrola France en 2022. Elle nous raconte ses passions, la communication et l'environnement. Elle nous explique aussi comment elle met ses compétences au service de la conduite du changement au-delà de nos frontières, dans une entreprise forte de 170 ans d'histoire et qui l'écrit chaque jour un peu plus pour un monde plus vert. Bonjour Élodie.
Bonjour Bérangère, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'est un grand plaisir de t'avoir parce que tu portes pour moi l'image des communicants d'une manière générale qui permettent de changer le monde et qui accompagnent si bien les transformations. Alors avant d'arriver sur le sujet qui nous préoccupe, pourrais-tu, s'il te plaît, nous présenter Iberdrola ? Alors oui, bien sûr, Iberdrola, c'est une entreprise, comme tu le disais très justement, qui a 170 ans d'histoire, mais surtout et avant tout, qui a maintenant plus de 20 ans, a pris le virage du renouvelable. C'est-à-dire que lorsque notre chairman, le président directeur général de Iberdrola dans le monde, est arrivé à la tête de l'entreprise, il a fait 2 paris. Le premier, c'est de transformer cette entreprise qui était auparavant espagnole et qui était uniquement sur le marché espagnol, d'en faire une entreprise internationale. Et le deuxième, c'était, alors que personne était encore dans ce mouvement des renouvelables, eh bien, c'était d'anticiper les conséquences du rapport de Kyoto qui visait à décarboner nos énergies et notre façon de vivre. Et donc, il a décidé de faire de cette entreprise le leader des énergies renouvelables. Et donc, aujourd'hui, c'est le cas. Quel est ton rôle au sein d'Iberdrola ? Et question mystère, comment le vois-tu évoluer ? Alors, mon rôle aujourd'hui chez Iberdrola France, c'est je tiens le poste de directrice de la communication. Donc, c'est un poste qui est 360 aujourd'hui, puisque je m'occupe à la fois de tout ce qui est communication externe, donc relations presse, le digital, les réseaux sociaux, le web, mais également de la communication interne, et puis aussi de tout ce qui est partenariat. Et alors après, donc j'ai une équipe qui aussi est extrêmement compétente et que j'apprécie beaucoup. Ensuite, effectivement, comment je le vois évoluer ce rôle ? Eh bien, tout simplement, Iberdrola, aujourd'hui, c'est une entreprise internationale et donc qui offre énormément de possibilités pour ses employés. Et c'est vrai qu'on a ces possibilités d'offrir des mobilités internes, sur plusieurs territoires éventuellement. Donc, qui sait ? Voilà, ça va être peut-être la suite de l'aventure au sein d'Iberdrola. Je sais que tu te passionnes pour l'innovation. Quel est le contexte technologique aujourd'hui d'Iberdrola ? Alors, l'innovation dans une entreprise qui fait des renouvelables, ça fait un peu partie de l'ADN de ce genre d'entreprise, puisque quand on est arrivé en France, on était, on va dire, parmi les pionniers de l'éolien offshore à l'époque, donc des éoliennes qui s'installent en mer. Donc, on a toujours été un peu à la pointe de cette innovation. Aujourd'hui, il y a des technologies sur le renouvelable flottant, par exemple, donc des parcs éoliens flottants. Ça arrive aussi également en France. Mais il y a aussi tout ce qui est smart solutions. Donc, c'est comment aujourd'hui on a une efficacité énergétique au sein de nos entreprises, mais aussi au sein de nos foyers grâce à une sorte de consommation connectée. Donc, c'est assez intéressant. Et effectivement, ce genre d'innovation, ça fait partie de la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on recherche toujours à créer, à innover et être toujours un peu disruptif dans notre façon d'aborder notre croissance et nos perspectives stratégiques. C'est intéressant pour moi de noter que Iberdrola est à la fois un constructeur et un distributeur d'énergie, ce qui n'est pas le cas partout sur ce marché. Alors, en France, on est uniquement, on va dire, on développe des projets. On est distributeur, alors c'est assez particulier le secteur de l'énergie, mais on peut l'être effectivement pour des industriels qui visent à décarboner leur énergie. Et donc, à ce moment-là, nos actifs renouvelables, on les flèche vers une entreprise. C'est ce qu'on a fait dernièrement d'ailleurs en signant un accord, ce qu'on appelle PPA, donc un contrat avec une entreprise qui s'appelle Agrati en France. Donc en fait, on fournit de l'énergie renouvelable et eux, ça leur permet aussi de remplir leurs objectifs de décarbonation de leur production. Mais ça, c'est vraiment particulier en France. Après, à l'étranger, on a cette activité B2C, donc qui est à l'attention des particuliers. Et c'est vrai qu'on est à la fois développeur, constructeur, producteurs et fournisseurs d'énergie. Et quelles sont les grandes transformations qui sont menées au sein d'Iberdrola aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, Iberdrola est toujours en transformation dans le sens où on va toujours chercher à optimiser notre façon de fonctionner. Et donc ça, c'est vraiment une volonté de la part de notre président directeur général, c'est d'aller chercher toujours l'optimisation de l'existant. Donc ça fait partie de notre système de fonctionnement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui se décident au niveau d'Iberdrola, donc peut-être je suis pas au courant de tout d'ailleurs, mais il est vrai que on cherche en tout cas aujourd'hui à trouver des synergies entre des pays qui font partie de l'Europe et voir en fait comment on peut transformer cette façon de travailler qui peut être parfois très locale en quelque chose de beaucoup plus international. Et dans ce contexte, selon toi, en quoi la communication, qui est ta fonction, est-elle un levier important de transformation ? Alors, la communication est non seulement un levier important de la transformation, mais c'est surtout et avant tout un outil de la transformation. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui avoir l'ambition d'une transformation sans embarquer les individus qui vont faire cette transformation. Et donc, à ce titre-là, la communication doit être
vraiment intégré dans la transformation et utilisé au profit de cette transformation. Très concrètement, aujourd'hui, je suis dans une situation professionnelle où effectivement, on a cette transformation et grâce à l'implication de notre directeur général, qui est un communicant, je pense, dans l'âme et qui a vraiment ça dans ses veines, la communication a été intégrée et est intégrée dès le début du projet de transformation. Très concrètement, ça veut dire que on est là à toutes les réunions pour comprendre, pour entendre, pour voir, pour toucher. La communication, c'est quelque chose qui est lié au terrain, que ce soit d'ailleurs en communication externe ou en communication interne. On a besoin de ressentir, on a besoin de mesurer les besoins, de les jauger et de les juger. À partir de là, on peut établir un plan de communication qui sera au plus près des besoins des collaborateurs, mais aussi des managers qui mènent dans cette transformation, et on pourra avoir quelque chose de très précis et qui répondra vraiment aux besoins des personnes et des individus, bien sûr à terme au profit de la transformation. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être intégré dès le début et surtout être utilisé comme un outil. La communication prend d'ailleurs de plus en plus de place dans nos vies. Pourtant, en entreprise, elle n'est pas souvent prise au sérieux. Quel est ton point de vue sur le positionnement de la com, passé et à venir? Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui comprennent mal cette fonction? Alors, la communication, je dirais que ça n'a pas vraiment changé, dans le sens où c'est très intéressant de faire cet exercice, de réfléchir à comment c'était avant et comment ça pourrait être aujourd'hui. Il est vrai qu'aujourd'hui, tout est communication. Tout le monde pense communication. Effectivement, il y a des podcasts. Il y a aujourd'hui tout un tas de réseaux sociaux qui permettent de communiquer. Donc, la communication est devenue très importante dans le sens où beaucoup de personnes, et surtout dans le monde de l'entreprise, ont commencé à comprendre que c'était un véritable outil stratégique. Maintenant, je mets toujours une petite réserve par rapport à la communication dans l'entreprise de manière générale, parce que dans mon parcours personnel, j'ai eu des dirigeants qui n'y croyaient pas du tout. Donc la communication était alors rangée dans les fonctions support où il y avait un besoin, on demandait à la communication répondait aux besoins qui étaient émis. Produisait un asset, exactement. Un contenu, mais voilà, c'est je veux ça. Et j'ai vécu ça aussi. Et c'était très intéressant parce que c'est vrai qu'aussi la communication est un peu au service de la stratégie. Mais dernièrement, ça fait maintenant 10 ans, parce que ça fait un moment que je travaille, ces 10 dernières années, j'ai eu des dirigeants, j'ai travaillé avec des managers qui étaient vraiment conscients de l'importance de la fonction communication et qui en avaient compris les effets stratégiques. Et à partir de là, mon expérience de la communication a complètement évolué. C'est-à-dire que la communication étant inscrite complètement dans la stratégie de l'entreprise, en fait, on est au fait de l'information, on a les moyens d'anticiper les besoins, on a les moyens aussi d'avoir une vraie valeur ajoutée. Et ça, c'est ce qui a vraiment changé pour moi, enfin, en tout cas, selon moi, au niveau de mon expérience personnelle. Après, de manière générale, je vais dire aussi un truc qui va être peut-être un petit peu un gros mot, mais je trouve qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le pouvoir de la communication est devenu un petit peu trop dangereux. C'est-à-dire que, et là je vais m'expliquer, c'est que je trouve qu'on a des gens qui sont extrêmement compétents, qui parfois peuvent faire une erreur de communication, et malheureusement, ça reste gravé dans la roche. Donc, ça me fait juste réfléchir sur le fait que tout le monde ne peut pas être communicant, mais surtout, quand on communique, il faut savoir ce qu'on dit, il faut être préparé, il faut vraiment bien appréhender cet outil qui peut parfois se retourner un peu contre nous. Sans parler de vérifier ses sources. Alors ça, c'est la base. Et alors ça, c'est vraiment mon combat. Je dis tout le temps communication et répétition. J'en ai plein des petits mantras comme ça, notamment celui qui dit le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Et donc, c'est ce que je dis très régulièrement à mes équipes en leur disant mais soyez patientes. Communication, répétition, pédagogie. Prenez le temps, répétez encore et encore parce que vous verrez, vous arriverez toujours au sommet, c'est-à-dire qu'il y a un moment, la vérité reprend le dessus. Peux-tu nous raconter une anecdote où, sans une communication d'experte et experte, le projet ou la transfo aurait été mise en danger? Alors, je pense immédiatement au projet de Saint-Brieuc, donc l'un des premiers projets éoliens en mer de France, et le premier en tout cas pour Iberdrola en France. Et donc, ce projet est assez emblématique. Je pense qu'on vit ça qu'une seule fois dans sa carrière. On est vraiment à la fois entre une vraie innovation sociétale, un vrai renouveau sociétal au niveau de notre façon de produire de l'énergie. Et donc, comme il n'y a qu'une seule fois, je pense forcément à ce projet-là. Et pourquoi la communication a été très importante? Alors déjà parce que c'était tout au début quand je suis arrivée chez Iberdrola où j'étais responsable de la communication du projet. Et donc j'avais dans une cellule projet, il n'y a
que des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, une majorité d'ingénieurs. Et moi, je suis arrivée avec mon mode un peu soft science, avec des ingénieurs qui avaient une vision assez cartésienne des choses. Je fais, donc ça va fonctionner. Une fois que ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et donc, il est vrai que quand je suis arrivée en disant oui, mais vous devez expliquer, faire connaître, faire preuve de pédagogie autour de ce projet qui va bouleverser les habitudes et les usages maritimes, le paysage environnant de la Bretagne, il faut faire cet effort. Et donc, le premier défi, ça a été d'expliquer à environ une cinquantaine d'ingénieurs sur les 350 que j'avais identifiés qui étaient plutôt sensibles à cette communication. Voilà, vous allez devoir expliquer de manière très simple et très pédagogique ce que vous faites pour qu'on comprenne déjà que vous êtes des hommes et des femmes qui êtes en train d'accomplir quelque chose d'incroyable, pour ressentir aussi votre passion à le faire et votre sincérité, et puis que ça se transmette aussi au local et que un bouleversement comme ça devienne une fierté locale. Et donc, ma façon de faire, ça a été très simple. J'ai pris beaucoup d'ingénieurs et j'ai commencé à les média-trainer et leur dire, voilà, très simplement, explique-moi ce que tu vas faire, comme si j'avais 7 ans, quoi. Les médias traînés, du bon français, média training. Exactement, média training, exactement, qui veut dire entraîner. Alors moi, je dirais média parce qu'on dit que c'est à l'attention des journalistes. Moi, c'est surtout aussi la prise de parole en public et comment, en fait, un vocabulaire qui est extrêmement technique, on le rend abordable pour n'importe qui. Parce que si je vous parle de sous-stations électriques, de câbles, de jackets, de fondations, de pales, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais au final, donc ça a été l'un des premiers défis, ça a été effectivement d'expliquer à cette population d'ingénieurs que il fallait qu'ils parlent et qu'ils présentent autrement les choses, qu'il fallait aussi qu'ils se présentent en fait comme aussi des nouveaux voisins. Ça revient se présenter. On arrive chez vous, on va construire des éoliennes, on va installer des éoliennes qui mesurent 207 mètres de haut, on va faire venir des bateaux. Je vais vous expliquer en fait comment on va faire. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on a eu un contexte un peu particulier pendant le développement de ce projet, parce qu'en fait, on s'est retrouvé en plein Covid, au moment où il a fallu construire ce projet, parce que dans les projets, il y a plusieurs étapes. Donc, on est aussi sur une transformation là aussi, quand même. Donc, il y a cette phase de développement qui dure un certain nombre d'années, et puis après, vous avez la phase de construction. C'est celle qui est la plus visible. Donc, c'est celle en fait qui finit par cristalliser un peu les tensions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, qui sont ces gens, qu'est-ce que c'est que ces bateaux qui ont des jambes, et on n'est pas dans une comptine enfantine. Donc, il y a un moment où, on s'est retrouvé en plein Covid à devoir gérer des bateaux, à devoir gérer des constructions, à devoir gérer des équipes, à devoir gérer aussi une augmentation des tensions parce qu'on a eu à la fois le Brexit, des élections, on a eu tout un cocktail un peu, un savant cocktail qui nous a finalement mis dans une situation de crise et donc à ce moment-là, on a eu un véritable effet autour de la communication, c'est-à-dire que chacun s'est senti ambassadeur de ce projet, aussi bien les ingénieurs que le management, que toutes les personnes qui travaillaient sur le projet. Et donc, il y a eu cet effet autour de la communication. On s'est dit non, on va pas se laisser faire. On va rétablir les fausses vérités autour du projet. On va tous œuvrer dans le même sens. Et donc, la communication est vraiment devenue l'un des piliers de cette stratégie de sortie de cette crise. Super intéressant parce que les crises dans les transformations, on en rencontre très souvent. Donc là, l'intérêt, ça a été que, en tant que communicante, tu as été intégrée dès le début du projet. Oui. Alors, ce qui était très drôle aussi, c'est que à la fin, j'étais tellement intégrée dans le projet que je connaissais le projet par cœur et que quand j'en parlais avec certains ingénieurs, ils me disaient « Mais comment tu sais ça, toi ?» Donc, il faut savoir quand même que dans les populations visées par la communication, il y avait les habitants locaux, il y avait les pêcheurs, mais il y avait toute une population de femmes et d'hommes politiques, de certains bords parfois extrêmes, et qu'il a fallu embarquer tout le monde dans le projet. En fait, il a fallu embarquer tout le monde dans le projet, et heureusement, j'étais pas seule. Il y avait des équipes développement extraordinaires. Et d'ailleurs, j'en parle encore un peu avec émotion, parce que, vous savez, il fallait imaginer, on était tous confinés chez nous, et on avait cette ambition de construire ce parc malgré un confinement, c'est-à-dire malgré chacun être chez soi. Parfois, en plus, on était sur un projet, c'est des projets qui se font à l'international, tout simplement parce qu'il y a des bateaux qui n'existent pas en France, etc. Donc, on travaillait vraiment avec des gens qui étaient un peu partout en Europe et tout le monde était vraiment dirigé vers le même objectif, c'est-à-dire il faut que 1, la vérité soit rétablie sur ce projet, que 2, et on en était convaincus, et on en est toujours convaincus, un projet comme ça d'énergie renouvelable qui amène de l'énergie verte à près d'1 million de personnes, c'est nécessaire, c'est utile. Et donc, on était tous
conscients de cette utilité, de cette nécessité, de la sincérité avec laquelle on travaillait. Et donc, tout le monde a vraiment œuvré dans le même sens pour ramener la vérité, marche par marche, au sommet. Et in fine, c'est aussi une aventure humaine. Et c'est là où je veux revenir sur le volet de transformation. Une transformation, quelle qu'elle soit, c'est une aventure humaine avant tout. Et la communication, ça va être le liant qui va permettre de rappeler à chacun qu'au final, tout ça, ce n'est que de l'humain. On travaille tous vers un même but. Exactement. Comment est-ce que tu travailles avec la direction et les experts pour être le relais des informations importantes de l'entreprise? Alors, déjà, je ne travaille pas seule. J'ai des équipes qui sont formidables et qui m'accompagnent quotidiennement sur l'ensemble de la communication. Et ça aussi, c'est très important de le souligner parce qu'on n'est rien sans une équipe. La première chose. Ensuite, comment je travaille? Tout simplement, j'ai la confiance. J'ai la chance d'avoir la confiance de mon manager, qui est le directeur d'Iberdrola France. J'ai la chance aussi, dans le cadre de transformation, de travailler avec le président directeur général d'Iberdrola International, qui lui aussi me fait confiance. Et donc, c'est grâce à ça que j'arrive à faire mon travail au quotidien, à avoir les bonnes informations, à être en capacité de les traduire et de les rendre accessibles et surtout de les porter. Et selon toi, quelles sont les compétences clés d'un bon communicant? Alors, je dirais que les compétences clés, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'aimer vraiment ce qu'on fait et d'être convaincu de ce qu'on fait. Un communicant, quand on communique sur une marque quelle qu'elle soit, il y a une partie de nous quand même qu'on dédie à ça, qui transparaît aussi dans la marque qu'on choisit de défendre ou de promouvoir. Et donc, je pense, moi, je suis je suis vraiment convaincue que un communicant, il doit adhérer absolument aux valeurs qu'il défend. Il ne doit surtout pas être en contradiction avec ça parce que ça lui permet d'avoir une communication derrière ou une stratégie de communication hyper sincère et hyper honnête. Et on est dans une période de vie où on ne peut plus se permettre de ne pas être sincère. Aujourd'hui, c'est tout de suite vu. On est tout de suite démasqué. C'est impossible. Donc pour moi, c'est la valeur essentielle. Et comment s'assurer que la com ne soit pas qu'un passe-plat, mais vraiment un élément à part entière de la stratégie de conduite du changement? Ça passe aussi par de la pédagogie en interne, parce que beaucoup de gens diront c'est que de la com. C'est que de la com, c'est que de la com, c'est que de la com. On fera de la com après, on fera de la com quand on aura un budget. On est toujours un peu dans ce schéma de fonctionnement dès qu'il y a un petit peu de difficulté financière. Est-ce qu'on a vraiment besoin de communiquer, etc. Donc, il est vrai que je pousse, en tout cas, moi, mes équipes, je leur pousse toujours à déjà se professionnaliser dans le sens où moi, j'aime beaucoup les communicants qui sont des communicants, c'est-à-dire qui ont le background de communicants. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a le savoir-être, il n'y a pas que le savoir-faire. Donc, il faut aussi incarner et il faut savoir expliquer très régulièrement et ne pas perdre patience sur ces sujets-là où on est obligé d'expliquer en permanence ce que l'on fait, pourquoi on le fait et en quoi ça va avoir un impact. Et alors, surtout, la plus grosse difficulté, c'est que, et j'ai eu beaucoup ce genre de conversation dans mes posts auparavant, c'est oui, mais il n'y a pas de problème. Ok, mais si je le fais pas, personne ne sait ce qui se serait passé si j'avais pas été là sur la communication, si on n'avait pas fait rayonner la marque, si on n'avait pas installé une marque, un climat de confiance autour de cette marque. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu une crise, etc. Donc, c'est un peu ce truc-là où ça sert pas parce qu'on voit pas les effets tout de suite, mais on les voit quand il y en a pas. Donc voilà, donc c'est plutôt ce message-là, c'est que je voudrais dire en tout cas sur ce volet communication. Alors, ma chère Élodie, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'ai adoré que tu nous racontes la transformation depuis ton poste qui navigue à tous les niveaux hiérarchiques en fait. Peux-tu nous donner 3 conseils pour bien utiliser la fonction communication dans les contextes de transformation? Alors oui, quelques conseils. La première chose, ce serait d'intégrer la fonction communication dès l'origine du projet de transformation. Parce que, comme on l'a dit, on a besoin, en tant que communicant, de voir, d'entendre et de ressentir pour pouvoir avoir la stratégie la plus adaptée dans la transformation. La deuxième chose aussi, c'est de ne pas se dire que il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas besoin. Non. C'est vraiment, ce serait une erreur de penser de cette façon-là. Il faut anticiper, exactement. Il faut anticiper, il faut laisser. Et ce sera le troisième peut-être conseil que je dirais, il faut laisser aussi la communication s'installer dans la durée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avec la communication, comme quand vous allumez votre téléphone portable, vous dire j'ai appuyé, ça doit fonctionner. Non, il faut le laisser s'installer parce qu'on parle de communication, de ressenti, d'émotion. Ça reste de l'émotion, ça reste du non palpable. Et
c'est quelque chose qui doit s'installer sur la durée et pour pouvoir, à terme, en récolter les fruits. Génial. Et alors, pour finir, quels conseils faudrait-tu donner aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui souhaitent se lancer dans une carrière de communication ? Alors déjà, c'est d'y aller, la première chose. On vous attend. La communication, aujourd'hui, je pense que la jeune génération veut trouver du sens à ce qu'elle fait, aussi un équilibre vie perso, vie pro, etc. En tout cas, que tout ça soit bien aligné. Et la communication, je pense que c'est un travail où on met une partie de soi. Donc ça peut vraiment répondre à ces besoins-là. Et puis l'autre chose que je voudrais leur dire, c'est que on a besoin d'eux dans le sens où on a besoin de regards neufs sur la communication pour pouvoir avoir ce côté un peu disruptif de voir comment on peut faire évoluer la communication. Et ça, c'est très important. Donc, non seulement ils peuvent se lancer parce que je pense qu'ils y trouveront un épanouissement personnel extraordinaire et je suis bien placée pour le savoir. Et l'autre chose, c'est aussi parce qu'on les attend, quoi. On a besoin des jeunes, on a besoin de leur engagement et surtout sur des sujets de communication. Un grand merci, Élodie, d'apporter un nouvel angle à ce podcast grâce à celui de la communication, un pilier important dans les transformations. Je serais ravie de t'accueillir à nouveau pour suivre tes aventures et tout cet angle de transformation que tu apportes, qui est à la fois une transformation de l'entreprise, mais aussi une transformation sociétale. Oui, tout à fait. Mais écoute, merci, avec plaisir. Depuis notre entretien il y a 2 semaines, Élodie a officiellement été nommée directrice de la communication internationale d'Iberdrola. Je me réjouis pour elle qui est si passionnée à la fois par son métier et son secteur. De mon côté, je suis très heureuse qu'elle nous ait partagé comment l'équipe communication se met au service des programmes de transformation et combien elle est encore plus efficace par son intervention en amont. N'hésitez pas à mettre une revue au podcast, c'est-à-dire un commentaire sur Apple Podcast, pour rendre le podcast plus visible auprès de l'audience qui peut être intéressée par son contenu. Pas d'épisode la semaine prochaine, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. Et d'ici là, évitons l'extinction.